messieurs, bonjour. Nous sommes donc au deuxième jour de cette semaine qui constitue bien sûr le premier jour ouvrable pour la plupart d'entre vous. Nous, on était là hier avec beaucoup de plaisir à célébrer ce lendemain de Pâques et aujourd'hui encore à démarrer cette journée en votre compagnie pour parler de droit. Mardi, c'est ce qui est au programme pour notre thématique. Aujourd'hui, on parlera d'un cas pratique qu'on a démarré depuis un certain temps avec beaucoup d'entrain. On décortique avec bien sûr des experts de notre justice ivoirienne. Aujourd'hui, on aura le juge Kofi Addo-Richard. Il est juge au tribunal de Yopougon et le thème, c'est non-contribution aux charges du ménage. Quel recours? Quelle est votre solution? Bonjour. La solution, c'est que chacun puisse participer, mais on va savoir ce que la justice nous dit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de choisir RTI 1. Merci de choisir nos bras pour vous lever le matin, nos bras au sens propre. Comme au sens figuré, toute la chaîne vous dit Aquaba. Oui, la justice de mise aujourd'hui pour parler donc des contributions de chaque époux dans le foyer dans le cadre de la communauté des biens. Et le juge Kofi Addo-Richard du tribunal de Yopougon se fera fort de nous instruire, de nous donner un peu des solutions concrètes juridiquement parlant. Mais à côté de cela, on aura tous les fondamentaux inhérents au mardi avec aujourd'hui l'énergie au menu avec M. Eric Amongoussa qui nous parlera d'innovation et de compétences nouvelles. Et oui, et accompagné de cette nouvelle technologie, on aura aussi les TIC avec cette jeune demoiselle qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir depuis maintenant 2 semaines. Marie-Pascale Baillet nous parlera du focus sur le métier du digital. Quels sont les différents corps de métier qu'offre le digital, Internet? Eh bien, on va décortiquer avec elle ces différents corps de métier. Pourquoi pas de croire créer des vocations. Vocation, c'est la sienne depuis bien longtemps maintenant, avec beaucoup de plaisir pour le groupe RTI. Lui, c'est Isaac Dosso, avec toute sa bande joyeuse de la matinale. Ils sont toujours là. C'est Prissy. Nessie, ce sera après. Oui. Il y a Prissy, il y a Yann Baou, il y a Carlton. Et puis, il y a Charbonnier. Ils sont là chaque fois au niveau de la radio. La bande FM, c'est la plus cool bande de la bande FM, bien sûr, les matins d'Isaac. En incursion, on sera avec eux aux alentours de 6h. Et 45 minutes. Et vous avez parlé d'incursion et son nom a été lâché également. C'est Nessindri qui semble aujourd'hui avoir la main verte ce matin. Elle nous conduit dans un potager situé en bordure de la route menant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la culture de la laitue l'intéresse. Elle nous conduit vers ces jardiniers du matin et on va découvrir avec elle quels sont les différents maraîchers qui le constituent et plantent sur ces terres. En tout cas, on espère que vous prenez date, que vous êtes là. Notre spécialiste en information est là également. C'est Régis Kofi. Mais aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent 1 an de plus. Hier, c'était l'anniversaire de ma très chère voisine. Au total, quand on fait le compte, 177 gâteaux et 1022 cadeaux. Et puis 28 bisous. Exclusivement 28 bisous. 20 bisous de son mari et 8 c'est pour les enfants. Et puis, moi, non, il y a un de Marco quand même. Ben oui, il y en a 29. Non, ça fait 29. Et puis 30 pour Gaoussou, notre assistant particulier. C'est le seul moment où il peut avoir un bisou. Voilà, 1 an de plus, joyeux anniversaire à tout le monde. Nessie, on l'a dit tout à l'heure, va faire une incursion. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Nous fêtons les anniversaires de tous ceux qui se prénomment Georges. Exactement, Saint-Georges est célébré aujourd'hui. On a un célébrissime Georges, monsieur GTV. Oui, Georges Taï Benson, c'est sa fête aujourd'hui. Georges Taï Benson, icône donc de la télévision, de la communication dans notre pays. Et puis aussi, on a l'anniversaire de Paul Belmondo. C'est un coureur automobile français. Malheureusement, on a un souci. Ça devient de plus en plus inhérent. On a un souci pour avoir des images en temps réel. Malgré toute la bonne volonté, ce n'est pas du tout évident d'avoir des infos. Mais nous allons faire en sorte que l'émission aille jusqu'à son terme. Parce que franchement, au niveau technique, venir le matin, on a l'impression que parfois, c'est pas de chance. Bon, là, on espère que ça va aller. On va faire avec tout de suite le flash avec Régis Kofi. C'est parti. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous également, Alexis et Marco. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a rencontré
le vice-président région Afrique de la Banque mondiale. Mais avant, il a échangé avec le nouveau président du groupe. Il ressort une convergence de vues sur le développement du pays. C'était lors des dernières assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis. Adama Kone. Sourire, accolade, poignée de main. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire donnent les signes d'un accord parfait. D'un côté, l'indice du capital humain, nouveau gouvernail de lutte contre la pauvreté de l'institution de Bretton Woods. De l'autre, le programme social du gouvernement ivoirien, qui fait du bien-être de la population une priorité. Point commun des deux concepts, faire du capital humain le cœur de toute action de développement. Et la Banque mondiale est prête à accompagner la Côte d'Ivoire sur cette voie. Le Premier ministre nous a indiqué la volonté du gouvernement d'aller en avant dans les investissements dans le secteur du développement humain et dans le secteur social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et la protection sociale. Et ça, c'est nécessaire pour améliorer l'indice de capital humain. Et nous, à la banque, on est tout à fait d'accord et on s'est mis d'accord avec son Excellence le Premier ministre de mettre en place des programmes et des projets pour financer. Nous avons déjà des projets et des programmes dans la santé, mais nous allons aussi voir ce que nous pouvons faire pour l'éducation et la protection sociale. Le Premier ministre aussi voudrait mettre en place une équipe ivoirienne qui va suivre l'évolution de l'indice du capital humain et nous allons travailler étroitement avec cette équipe. Je dois vous dire que c'est une coopération qui, au plan technique et financier, est excellente. Nous avons discuté des projets à venir. Nous avons pris ensemble donc, des mesures pour améliorer donc, les décaissements. Et nous avons évoqué donc, les politiques et les stratégies donc, de développement de la Côte d'Ivoire, y compris à l'horizon 2030. Donc toutes ces questions ont été évoquées avec la Banque mondiale. Nous avons eu une excellente séance de travail. Pendant plus d'une heure, donc, le nouveau patron de la région Afrique de la Banque mondiale et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se sont accordés sur les grands axes de progrès de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent alors échanger des présents, signe que les deux parties parlent le même langage, celui du développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est au Portugal. Ce déplacement est marqué par la signature d'un accord de coopération militaire. Il concerne précisément le domaine de la sécurité maritime. Walter Amadou Ouattara. L'hymne national de Côte d'Ivoire entonné à Lisbonne, au Portugal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'y trouve pour une visite de travail de 48 heures. Cette visite est marquée par la signature d'un protocole d'accord de coopération militaire signé par les ministres portugais et ivoiriens João Gomes Gravino et Ahmed Bakayoko. L'accord porte sur l'échange d'informations, d'équipements et de formation. Témoin de la signature de cet accord, le premier du genre avec un pays africain non lusophone, Fana Kofi, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal. À Lisbonne, la délégation ivoirienne a pu visiter, entre autres, l'Institut hydrographique et la base navale, une base commise au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline. La première édition des Journées internationales de la route des esclaves ouverte au royaume du Krengabo à Boissou. Ces journées de souvenirs ont pour invité d'honneur les Bounis de Guyane. Ce peuple historiquement lié aux Akans est venu se replonger dans ses origines et dans sa culture avant la traite négrière soldée par la déportation. Ces journées se tiennent du 22 au 26 avril prochain. En 2017, plus de 8000 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie. Face donc à cette situation, l'Union européenne a initié une campagne de sensibilisation. L'objectif est de toucher plus de 10 000 jeunes candidats à l'immigration clandestine. 6 ONG locales formées pour la mise en œuvre de cette campagne. Walter Amadou.
En dépit des différentes actions pour freiner la migration irrégulière, ce phénomène reste encore d'actualité. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts. Une année avant, 8374 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e pays de provenance des migrants. Certains préfèrent quitter Abidjan, venir à Daloa, qui apparaît comme étant le pôle de transit pour tous ceux qui doivent y aller. Les raisons, elles sont nombreuses. Nous avons affaire à des guides religieux qui sont là, avec des messages forts pour leur dire, moi j'ai une révélation qui me dit que si tu dois faire quelque chose, c'est d'aller à l'étranger. La famille aussi va se faire le relais de tout cela. Face à la situation, des initiatives se multiplient. L'Union européenne, à travers l'ONG italienne, Association pour le service volontaire international, AFSI, choisit la sensibilisation comme approche. Que ce soit le porte-à-porte, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les spots télévisés, avec un financement qui vient du Fonds AMIF de l'Union européenne, 600 000 €. AFSI, la fondation AFSI, avec d'autres ONG, ne mène pas seulement ce projet qui est lié à une campagne publicitaire, mais elle mène aussi des activités de réinsertion des migrants de retour. 6 ONG locales sont chargées de sa mise en œuvre sur le terrain. Ces ONG viennent d'être outillées à mieux faire passer le message, invitant les potentiels candidats à l'immigration à rester en Côte d'Ivoire. Déjà, NS Migrants s'approprie la sensibilisation. Je fais l'appel à la jeunesse ivoirienne. Tu as 900 000, tu as 1 million. Dis-toi que tu es courageux. Je te dis, faut apprendre un métier. Avec ma cordonnerie, je vis. L'Eldorado, c'est ici. La campagne de sensibilisation et d'information sur les risques d'immigration irrégulière dans les pays tiers va durer 18 mois. Sa cible, 10 000 candidats à l'immigration clandestine dans les villes d'Abidjan, Bouaké et Daloa. En terminant sport, championnat d'Afrique d'athlétisme organisé à Abidjan, la Côte d'Ivoire remporte 3 médailles, une médaille d'argent au lancer de javelot, 2 bronzes au relais, 4 x 100 chez les jeunes, les moins de 18 ans et les filles et les garçons. On fait le point avec Mouyabi Diabaté et Aude Alébé. Loin d'être ridicule, la Côte d'Ivoire a douloureusement arraché 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme cadet et junior sur son sol. Après 3 jours de galère, Serge Armand Diasso a débloqué le compteur ivoirien en empochant une médaille d'argent au lancer de javelot chez les U18. Un message bien reçu de la part de ses compères puisque 24 heures plus tard, la sélection ivoirienne a ajouté 2 autres métaux à celui de Serge Armand. 2 succès venus du relais 4 x 100 chez les filles et garçons des moins de 18 ans. Le quatuor Roxane, Angelina, Éléonore et Esther ont symbolisé le courage et l'abnégation ivoirienne en signant le bronze. Même son de cloche au niveau des garçons. Ibrahim Soualio, Jean-Charles et Madoché ont fait montre de leur orgueil en enlevant le bronze à leur tour. 2 succès qui ne laisseront pas le public du stade Félix Houphouët-Boigny indifférent. Contre son gré, la team de Pau d'Acier achèvera son championnat avec ses 3 médailles. Des métaux en guise de consolation et symbole d'une préparation en demi-teinte. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je serai de retour à 6h30 pour le développement de l'information au niveau africain. Comment on peut avoir des médailles avec un stade clairsemé comme ça? Il n'y a pas eu de communication autour de l'événement? Organiser une manifestation comme ça en Côte d'Ivoire. En plus, voilà, on a des compétiteurs locaux ici. Justement, je pense que c'est un problème de communication. Franchement. Et bon. Imaginez ce stade-là rempli avec une bonne communication en amont, mais là, on aurait eu au moins 10 à 15 médailles. Hein. Il faut encourager les jeunes quand même. Communication dans les écoles. Les écoles, voilà. Il faudrait qu'on cible véritablement les jeunes. Voilà. C'est dans ces endroits-là, moi je préfère qu'on prenne des cas, mettre à la disposition des élèves, des centres de football, des centres de sport, les convoyer là-bas pour qu'ils puissent voir des modèles et encourager. Ça se fait, mais franchement, comme ça, des images comme ça, c'est la Côte d'Ivoire quand même. Puis j'espère que ça va donner envie à d'autres de faire du sport aussi. Bon. Mais bon, on croise les doigts. Bon, en tout cas, félicitations à ceux qui ont eu des médailles et puis aux Sud-Africains, aux Kenyans et puis aux Éthiopiens qui ont effectué une véritable razzia.
Une belle performance. Belle performance. Normalement, on devait enchaîner avec le fitness, mais malheureusement, on n'a pas le fitness, on n'a pas le point route. Désolé, voilà. On va faire avec M. Eric Amoussouga, qui va nous donner de l'énergie. C'est ça. Avec Monsieur Amoussouga, on parlera donc d'énergie, innovation et compétences nouvelles. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Merci. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que l'énergie dans notre champ lexical ivoirien. Tout à fait. L'énergie, c'est la source, une matière ou quelque chose qui permet de faire fonctionner la société de manière très simple. On a l'électricité qui est la transformation pour la rendre utilisable, mais derrière ça, on transforme du mouvement mécanique, du mouvement hydraulique, du solaire, différents types en fait, de sources d'énergie contenues dans la nature pour la rendre utilisable chez tout un chacun de nous. Alors, quel est l'état des lieux de l'énergie en Côte d'Ivoire? Vous êtes donc le Chief Executive Officer d'une grande entreprise qui fait office de pionnière dans le milieu de l'énergie. Alors, donc vous êtes bien placé pour nous donner des chiffres clés de l'énergie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour votre question. Alors, je suis le directeur général de General Electric. Donc, c'est une société mondialement connue, numéro 1, et une société qui intervient beaucoup en Côte d'Ivoire. Alors, concrètement, l'état des lieux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 25 millions d'habitants. Et on a un taux d'accès d'électricité qui va autour de 80%, qui ambitionne 80% à l'horizon 2020. Le gouvernement a un plan ambitieux d'électrification. Alors, quel rôle on joue dedans concrètement? Aujourd'hui, on a des grandes centrales comme Azito, Cyprel, on a la centrale hydraulique de Soubré, Bio, et aujourd'hui, General Electric, sans faire de publicité, est un acteur clé puisqu'on produit plus de 70% de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est assez méconnu, mais on est un acteur clé du gouvernement, on fournit des solutions. Donc, tout à l'heure, vous m'avez demandé de vous parler d'énergie. J'aimerais juste expliquer un peu la chaîne de l'énergie pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Il y a 3 grands domaines. Il y a la génération de l'électricité. Donc, comment on produit de l'électricité? Alors, ça passe par une source hydraulique, une source thermique, où on va utiliser un fioul un peu comme un groupe diesel que tout le monde connaît. C'est le même principe, mais à beaucoup plus grande échelle. On a aussi les sources solaires qui sont très connues, éoliennes, etc. Donc, ça, c'est la génération. Ensuite, vous avez la transmission. Donc, lorsqu'on produit, par exemple, au barrage de Soubré, on va la transporter l'énergie dans l'ensemble du pays. Et lorsqu'on arrive au niveau d'une ville, on va maintenant la distribuer. Donc, il y a 3 grands domaines dans l'énergie. Il y a la production, la transmission et la distribution d'énergie. Voilà, c'est assez simple. Et après, vous avez votre petit 220 volts auquel vous branchez votre téléphone. Les courants faibles. Exactement. Alors, il y a des acteurs qui sont différents dans les différents domaines. Il y en a qui sont spécialisés en transmission et en génération et d'autres en distribution. Il y a des spécialistes en courant fort, des spécialistes en courant faible, tout ça. Exactement. Vous êtes devenu un grand expert. Donc, c'est vraiment ça l'idée, parce que c'est des métiers très spécialisés et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Quand on parle d'électrification rurale, on va être dans la distribution. Alors, par contre, il faut amener cette énergie. Juste pour vous donner 2-3 chiffres. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui 2000 mégawatts. Environ 2000 mégawatts. Mégawatts, c'est la puissance, on va dire, comme d'une voiture, pour faire simple. Mais 2000 mégawatts d'installer. Et le gouvernement ivoirien vise 3000 à 4000 mégawatts d'ici 2020 et 5-6 000 mégawatts en 2025. L'idée, c'est de venir accompagner les projets miniers qui sont prévus en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a un certain minier qui va se développer en Côte d'Ivoire et le gouvernement cherche à accompagner en mettant à disposition de ces industries l'énergie nécessaire. Donc, vous avez compris que l'énergie est le partenaire du développement économique. Absolument. Si on veut des industries en Côte d'Ivoire, si on veut des infrastructures, il faut accompagner ça d'énergie. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'état des lieux, la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie au Mali, exporte de l'énergie au Burkina et dans d'autres pays. Donc, quand je compare la Côte d'Ivoire par rapport aux pays francophones environnement, elle fait partie aujourd'hui des pionniers. Sans aucun doute, en Afrique de l'Ouest. En termes de projection, ça donne beaucoup d'espoir sur ce qui va se passer. En termes d'innovation, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce secteur? Excellente question. Alors, l'innovation est au cœur, justement, de l'énergie. C'est un secteur qui a beaucoup porté l'innovation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Vous savez, il y a toutes les contraintes de la COP 21. Et tout ce qui est digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas que dans les smartphones, c'est également dans l'énergie. Aujourd'hui, pour ne pas nous citer, mais General Electric a fourni un système, vous voyez, comme un écran de contrôle d'une tour, d'un aéroport, par exemple, où vous voyez les avions qui atterrissent, qui décollent, vous pouvez réguler les flux.
de transport. Et bien, de la même façon, on a le même système pour l'énergie. Aujourd'hui, les équipes de la CI Énergie et de la CIE peuvent voir sur l'ensemble du territoire l'état du réseau électrique et ce qu'on appelle dispatcher l'énergie au bon endroit, suivant la puissance produite. Donc, c'est une tour de contrôle. Il y a de l'intelligence qui permet de s'assurer que les concitoyens ont de l'énergie à tout moment. Voilà, donc c'est un exemple. À tout moment. À tout moment. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat. Ah oui, ça, c'est un débat qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Hein, tout à fait. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on vit en Côte d'Ivoire. La couverture totale. Voilà. Non, loin de là encore. Mais on fait beaucoup d'efforts. La question que j'aimerais poser également, qui me brûle les lèvres, quand on parle d'électrification rurale, de quelle électrification s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'électrifier toutes les voies en mettant des lampadaires, délaissant les villages, ce qui est très, très habituel pour ceux qui vont beaucoup à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, Alix, avec nos petites enquêtes menées? Alors, ou bien il s'agit d'entrer réellement dans les villages et faire en sorte que nos enfants, nos cousins puissent étudier pas à la lumière des lampadaires. Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, je reviens à ma première explication de la production, transmission et distribution. Quand on parle d'électrification, on va amener la source d'énergie au village. Et derrière, il y a tout un programme qui va consister, un, à alimenter les habitants du village et deux, à alimenter les infrastructures publiques. Mais l'électrification dont on parle, quand on parle vulgairement d'électrifier des endroits, vous avez raison, c'est amener l'énergie, donc la fameuse production qui a des centaines de kilomètres, d'amener cette énergie à travers un processus de transformation juste au pied du village ou au pied d'un quartier. Vous savez, les fameux poteaux avec des transformateurs dessus, c'est le même principe. Et une fois que cette énergie est amenée, on va maintenant raccorder les habitants. Donc, on parle bien d'électrifier, de ramener l'énergie chez les gens. Donc, il faut dire aux gens, à la population, que quand on parle d'électrification rurale, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a l'énergie. Ça veut dire qu'on a accès à. Mais l'énergie n'est pas là. C'est-à-dire que encore un branchement. Parce que nous, on nous fait croire que, bon, on a électrifié tant, il y a l'électricité partout. Quand on va à la faveur d'une mission ou bien d'une visite familiale, on se rend compte qu'il n'y a rien du tout. C'est seulement les voies et encore quelques ampoules, des lampadaires qui sont... Donc ça, c'est des choses qu'il faut expliquer clairement jusqu'au Alors, ménage. vous avez utilisé un bon mot. Alors, de ce que je sais, et je ne veux parler vraiment sous couvert, le gouvernement a un plan ambitieux d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Mais quand j'y électrifier, c'est vraiment amener l'électricité au pied et raccorder les personnes. Okay? Donc, vraiment, il y a un plan ambitieux. Entre les deux, ça fait combien de temps? Entre amener l'électricité au pied et raccorder ça, il y a combien de temps? Quel est le délai? Je ne peux me prononcer parce que c'est des projets spécifiques. C'est vous qui devez vous prononcer aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis expert en génération et en transmission. Vous avez déjà supervisé ça. Tout à fait. Vous pouvez nous dire, voilà, en moyenne, combien de temps ça met, quand ça arrive et quand ça peut être distribué? Alors, je ne suis pas expert en distribution, mais ce que je peux vous dire... Vous n'êtes plus expert? Non, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que un projet d'électrification, ça dépend de la taille, des contraintes environnementales, de ce qu'il faut casser ou pas. Ça, c'est la démagogie. Je n'esquive pas la question. Mais je peux dire qu'en moins d'un an, on est capable, à partir du moment où on amène l'énergie, en 6, 7, 8 mois, suivant la taille, de distribuer chez tout un chacun. La taille, justement, la proportion de population dans une zone bien donnée, comment on arrive à distribuer l'énergie en fonction d'une source alimentaire précise? Eh bien, en fait, il y a des plans qui sont prévus pour ça. Ce qui se passe, c'est qu'on amène l'électricité dans chaque rue. Et après, en fonction de la distance, comme vous voyez dans les quartiers ou dans les cités d'Abidjan, vous avez un poteau. Donc, on va ramener un transformateur, en fait, qui va faire du 20 kV, 20 000 volts ou 15 000 volts. Voilà. Et donc, il va la transformer en 220 volts. Et cette tension, on va la ramener maintenant chez chacun des habitants. Donc, concrètement, il y a un poteau. Ça, c'est Abidjan. Ça, c'est Abidjan. Même dans les localités rurales, c'est le même principe. C'est le même principe. Et vous avez vu qu'on entend beaucoup... Qui prend plus de temps. Abidjan, c'est plus rapide. Bien sûr, parce que c'est plus rapide. Quand il y a des lotissements, quand il y a des... Voilà, on voit vite des poteaux. Exactement. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Et à l'intérieur... C'est très important ce que vous dites. Il y a vraiment tout l'intérieur du pays. Et justement, il y a alors, je sais qu'il y a des projets ambitieux qu'on suit. Pas directement. On en a toujours dans notre Tout pays. à fait. On veut le concret maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Qu'est-ce qui fait un frein pour qu'on n'ait pas que l'accès et la réalité dans le quotidien des familles, dans les villages, soit une réalité? Qu'est-ce qui manque? En tant qu'expert, vous pouvez nous dire ça pour qu'on puisse peut-être... C'est important. Alors, ce qui est important, il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de génération, je vais redétailler rapidement le problème. Vous savez, pour distribuer, il faut en avoir généré assez. En termes de génération, il y a un programme ambitieux important qui couvre la génération. Donc, on n'a pas de problème de déficit
de génération d'énergie. La matière est là. La matière est là. Où elle est en train d'être... le programme aujourd'hui permet de suivre la croissance de la demande de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Ah bon? Les infrastructures qui transmettent, qui font la transmission de cette énergie, vous savez, il y a tous les projets de Soubré, de Azito, de Cyprel, tous les projets de biomasse qu'on est en train de faire, sur lesquels on travaille, qui augmentent la génération. Et pourtant, il y a les... Je m'interroge sur la clé de répartition quand même par rapport au territoire. Parce que vous avez parlé à l'entame de distribuer même à l'extérieur du pays. Donc, quand on sait que sur le territoire, on n'est pas totalement couvert, qu'est-ce qui... Alors, c'est deux problématiques séparées. Donc, vous faites très bien parce qu'on est là pour vulgariser cette information. Éclairer la nuance. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Lorsqu'on génère l'énergie, elle est disponible. Après, il faut l'amener aux personnes et aux gens. La Côte d'Ivoire a des accords avec des pays frontaliers pour leur fournir l'énergie. Ce n'est pas qu'il manque l'énergie pour alimenter les Ivoiriens. C'est juste que les infrastructures de transmission, de distribution qui vont amener cette énergie jusqu'aux personnes ne sont pas encore tous disponibles. Très bonne explication. Voilà. La faute à qui, concrètement? Je ne peux pas me prononcer. C'est là où on n'aime pas la démagogie sur ma technologie. Dites-nous, si on n'a pas d'infrastructure, c'est dû à qui? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais reformuler ma question. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je pense qu'aujourd'hui, de façon très concrète, parce que j'apprécie votre sens du pragmatisme, en fait, le gouvernement a mis en place, je ne fais pas partie du gouvernement, parce que je n'arrête pas de prononcer le mot gouvernement, on est une entreprise privée. C'est pas un péché de prononcer le gouvernement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un master plan, ou un plan directeur, un schéma directeur énergie, qui prévoit tous les projets et tous les investissements qui vont être faits en 2020, 2025 et maintenant. Et ces projets sont en train d'appliquer. Il y a des financements. Comment les villageois peuvent ressentir ça concrètement? Alors, ils commencent, je pense... On voit un lampadaire qui est clair. Et chez nous, il n'y a pas de courant. Ça fait mal, M. Amoussouba. Alors, pour l'homme d'énergie que vous êtes, ça fait mal. Alors qu'on a eu une cérémonie télévisée ou avec des hautes personnalités où on dit que, oui, enfin, c'est toujours la même attaque au niveau journalistique. L'électricité est de jour, est de mise à tant. Et un village a été électrifié. Vous allez là-bas 10 minutes, oui, un village a été électrifié. Alors qu'il faut dire qu'un village a la possibilité... depuis ce jour, d'avoir l'électricité. C'est comme ça qu'on doit dire à la vérité. Reste une autre démarche. Alors, vous savez, sans faire de démagogie, bien entendu, lorsqu'on arrive au niveau de ces villages, on a dit toutes les localités de plus de 500 habitants devraient être électrifiées à fin 2020. C'est un programme qui est en cours. Okay, alors, c'est vrai que ce n'est pas visible. On est à combien en ce moment-là? Si c'est un programme qui est en cours, c'est qu'on planifie. Donc, à combien? Est-ce qu'on peut nous donner le ratio de localités de 500 habitants? Je n'ai pas le chiffre exact, mais ce que je sais que c'est très avancé, c'est en cours, et les travaux avancent. Il y a différentes entreprises qui sont en train de réaliser ces marchés, et je sais que ça avance très, très bien. De ce que je sais, hein, l'idée, c'est avant fin 2020, d'électrifier toutes ces localités. Maintenant, votre point important, vous savez, quand on fait ces inaugurations, les travaux sont bien avancés, mais il y a peut-être encore des personnes à raccorder. Mais l'ambition est là, et pour avoir échangé avec les autorités et avoir une certaine connaissance de leur ambition et du schéma directeur, et je suis assez au courant aussi des investissements, Union européenne, Banque mondiale, Banque islamique, l'État ivoirien, des financements asiatiques. Il y a des projets très concrets et il y a un gros travail qui est fait par la CI Énergie et la CI aujourd'hui pour avancer dans ce sens. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, la CI Énergie finance et la CIE exploite le réseau. Donc aujourd'hui, il y a ce conglomérat qui travaille à amener justement cette électrification. Ce que je peux vous dire, on va se concentrer sur la Côte d'Ivoire, mais regardons ce qui se passe un peu dans la sous-région. C'est en très bonne voie et peut-être que d'ici 1 à 2 ans, je reviendrai sur ce plateau et j'aurai l'honneur de vous dire, monsieur, sans démagogie, je peux vous dire, X villages ont été électrifiés et je n'ai pas la possibilité, malheureusement, de le dire aujourd'hui. Mais c'est en très, très bonne voie. Avec les informations qu'on a, c'est très intéressant parce qu'il faut préciser que c'est à partir d'un certain quota qu'on réussit à être raccordés. Donc là, quelle est la démarche, par exemple, pour des populations? Qu'est-ce qui devrait être fait? C'est les chefs de village qui devraient faire un recensement au préalable? Qu'est-ce qui devrait être fait? En fait, de ce que je comprends, c'est que le gouvernement a identifié, en fait, on parle par nombre d'habitants dans un premier temps. On commence par le plus grand nombre parce qu'en termes d'investissement, ça fait plus sens dans un premier temps. Pour satisfaire le plus grand nombre, parce que c'est important d'amener l'électricité à tout, mais on va y aller par étapes. Donc, 500 habitants, ça fait une masse critique suffisamment importante pour qu'aujourd'hui, en 2020, en Côte d'Ivoire, les villages de plus de 500 ou les localités soient au moins aient cette électricité. 500 électeurs aussi, ce n'est pas négligeable. Vous avez... Soit du temps passant. OK. Donc, ces villages vont être électrifiés et dans un deuxième temps, on va forcément s'attaquer à des localités de plus petite taille. Vous savez, donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme une toile d'araignée. Et plus le réseau s'étend, plus c'est facile de repartir d'un point
pour en raccorder un autre qui est un peu plus éloigné. Monsieur Amoussouga, quand est-ce que l'électrification sera un réflexe? Parce que quand je vous entends parler, je vois un monsieur qui est vraiment déterminé, qui a l'expertise, tout ça. Mais on parle de l'énergie, des choses qui font partie de la déclaration universelle. Tout homme a droit à ça, vous savez. Exactement. On est en 2019. Il y a des endroits où il n'y a même pas un lampadaire. Vous avez raison. Ça existe. À quand la démocratisation? Parce que c'est ça, c'est concret. C'est là où on peut toucher du doigt le développement. On n'a pas de chiffres concrets pour notre pays. On n'a pas de ratio où nous en sommes dans le fameux projet de 500 habitants électrifiés. Mais, voilà. C'est juste que je ne veux pas donner des chiffres ne faisant pas partir de mes attributions. Mais ce que je peux vous dire de façon certaine, ces projets sont en cours. Et en termes de résultats, parce que c'est ça qui vous intéresse et vous avez raison, c'est ça qui intéresse les personnes chez elles. En termes de résultats, les choses vont commencer à se faire sentir d'ici un an. Les choses d'ici 2020, parce qu'en gros, c'est un programme. Vous savez, dans un projet, il y a toujours des dérives. Hein. Le gouvernement, ou en tout cas les partenaires, font tout parce que c'est une échéance importante, pour arriver en fait à mettre en œuvre l'ensemble de ces projets dans les bons délais. Je n'ai pas les détails de ces projets, je ne suis pas impliqué directement dans la partie distribution. Comme je vous l'ai dit, on est spécialisé en génération et en transmission. Mais l'impact, le résultat final, c'est bien d'aller distribuer l'électricité aux personnes. Donc, quelque part, il y a une chaîne où la génération est en très bonne voie, la transmission et l'électrification suivent également. Donc, j'ai bon espoir que d'ici 1 à 2 ans, même moins de 2 ans, on aura des résultats et on pourra vous dire il y a X villages de 500 habitants qui ont été électrifiés, mais c'est quelque chose qui est déjà en cours. Alors, Monsieur Amoussouga, on a parlé aussi de compétences nouvelles. Pendant le temps de latence des populations qui n'atteignent pas, par exemple, 500 habitants, quelles sont les solutions palliatives en termes de compétences nouvelles? Alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas parler de mon groupe de manière générale, mais c'est important de donner quelques chiffres. Okay? On est installé en Côte d'Ivoire depuis 2014. On va parler de compétences. On est à peu près 60 employés, dont la majorité sont des Ivoiriens, qui sont des grands experts en énergie. Quand je vous parlais tout à l'heure de 70% de l'énergie produite en Côte d'Ivoire, même si on a des partenaires et des filiales à l'étranger qui fabriquent nos produits, l'installation de ces équipements, la mise en œuvre, la maintenance est effectuée aujourd'hui par des Africains. Je prône le panafricanisme et je suis fier de dire que General Electric aujourd'hui est une société qui, dans l'Afrique francophone et dans toute l'Afrique, emploie majoritairement des Africains et forme des Africains et leur font confiance. Et je peux vous dire qu'ils réalisent des choses extraordinaires. Vraiment. Donc, en termes de compétences, on essaie de travailler avec des écoles. Okay. Alors, de mémoire, il y a l'INPH. Okay. Il y a d'autres écoles avec qui on travaille pour donner envie aux jeunes de s'impliquer dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur d'avenir. Quand on parle d'emploi, quand on parle de développement, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a un tel manque dans le secteur de l'énergie que la formation et la qualification des jeunes est clé. Et donc, on travaille à ça, on amène les compétences et on commence par avoir, pas des experts qui viennent de l'étranger, des gens locaux. Et ça, c'est un point important pour diffuser la compétence. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous et on est en train de travailler dessus. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eric Amoussouga. Je rappelle que vous êtes CEO d'une grande entreprise de la place dans le milieu de l'énergie. Vous êtes expert en énergie et technologie. avec vous, nous évoquions le fameux thème de l'innovation, de la compétence nouvelle concernant l'énergie en Côte d'Ivoire. Et gageons que nous atteignons les 3000, 4000 mégawatts en 2025 avec des chiffres précis et vraiment avec des traces sur nos populations, parce que c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. La suite justement avec Régis Kofi maintenant pour le Flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, des passages nuageux avec de la pluie seront observés sur les régions du nord-est et de l'est en cours de matinée. Sur le littoral, on aura un temps nuageux en début de matinée avec de faibles pluies localisées. Le reste du pays sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké. Une série de 25 degrés sera observée à Bondoukou, à Bouaké, à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 24 degrés à Korogo, Komaman, 23 degrés de minimale à Odiéné,
25 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Pour l'après-midi, il fera chaud sur l'ensemble du pays. Ce réchauffement favorisera la formation d'orages isolés avec de la pluie dans le sud forestier ainsi qu'à l'ouest. Ces orages pourraient s'étendre sur le littoral en fin de période, notamment sur le littoral ouest. Le reste du pays sera ensoleillé. Les températures pour l'après-midi à Abidjan-Notra 32 degrés, 31 degrés de minimal à Diaké, 35 degrés de maximal à Bondoukou, 34 degrés à Boaké ainsi qu'à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce bref regard sur l'actualité africaine. On démarre au Soudan. Le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah Bourham, est apparu à la télévision nationale pour annoncer que le Conseil militaire s'engage à transférer le pouvoir au peuple. De leur côté, les responsables de la contestation ont suspendu les discussions avec l'armée et appellent à intensifier le mouvement. La situation au Soudan préoccupe justement les chefs d'État africains. 2 sommets se tiennent aujourd'hui au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye. Il s'agit des premières réunions de dirigeants africains de ce niveau sur ces 2 pays où les troubles font craindre un dérapage. Des hommes politiques algériens, des avocats et des membres de la société civile se sont réunis à Alger sur proposition du président par intérim Abdelkader Ben Salah pour parler des prochaines élections. Dans le même temps, 4 frères milliardaires proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête anticorruption selon la télévision d'État algérienne. En Égypte, fin hier du référendum sur une révision constitutionnelle controversée visant à prolonger jusqu'en 2030 la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Les résultats du scrutin qui a débuté samedi devraient être connus au plus tard le 27 avril prochain et devraient sans surprise être favorables au chef de l'État. Et puis, une Britannique figure parmi les 2 personnes tuées par des hommes armés qui ont pris d'assaut un centre de vacances au Nigeria. Le Haut Commissariat britannique a confirmé le décès de la femme que ses employeurs ont identifiée sous le nom de Faimone. Elle était en vacances justement dans la ville de Kaduna. C'est au nord du pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Merci, Régis Cauchy. Et nous retrouvons notre second invité de ce mardi pour parler bien sûr de digital avec Marie-Paul Baillet qu'on reçoit pour le thème Focus sur les métiers du digital. Bonjour. Bonjour Alix, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Dieu merci alors. Bonjour Marco. Oui, c'est vrai. Alors, les métiers du digital, quand on fait un petit récapitulatif, on a quoi comme métier de façon globale? Alors, il faut d'abord savoir qu'avec l'arrivée d'Internet, de nombreux métiers ont disparu. Et beaucoup de métiers ont commencé à venir où
ont commencé à être vus parce qu'ils existaient déjà. Et donc, Internet a favorisé beaucoup de métiers aujourd'hui. On va faire éventuellement, comme on l'a dit, un focus sur certains métiers. Donc, le premier métier qu'on a repéré, c'est le métier de digital marketeur ou responsable marketing digital. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce métier s'impose peu à peu dans les grandes entreprises. Toutes les entreprises de tous les types, dans tous les secteurs, commencent à se poser des questions et à définir ou à identifier des responsables stratégiques, donc des responsables stratégie digitale. Donc, le rôle du digital marketeur, qu'est-ce que c'est? Lui, il est à l'intérieur de l'entreprise et il essaie d'accompagner l'entreprise dans sa digitalisation. Qu'est-ce qu'on entend par digitalisation? C'est sa présence sur Internet, l'entreprise. On parle de l'entreprise, la présence de l'entreprise sur Internet, être sur un site Internet, comment vendre autrement ses services. Donc, c'est ce que le responsable marketing digital fait. Le deuxième métier, c'est le métier de data scientist. C'est quelqu'un qui est aussi en entreprise. On peut avoir toutes les formations, mais il faut être statisticien. En français, data scientist, responsable des data, quelqu'un qui comprend, analyste des data. Donc, c'est une personne qui va recevoir toutes sortes de données. Donc, ça peut être des sons, des vidéos, des mails, des photos. Et il va essayer de comprendre ces données, de les comprendre par rapport à la cible que recherche l'entreprise, de les comprendre par rapport aux services que recherche l'entreprise et éventuellement proposer des axes de solutions pour différents services qui seront donnés un peu plus après. Après lui, on a celui qui est, lui, présent spécifiquement sur le site Internet, qui est le web analyste. Le web analyste, c'est quelqu'un qui, lui, travaille spécialement et spécifiquement sur la présence du site Internet. Donc, une entreprise qui se dit être sur Internet, donc qui est digitalisée, à un site Internet. Et donc, on a plusieurs personnes qui passent, qui recherchent des informations ou des services. Donc, le web analyste, lui, va recevoir toutes ces données-là. Donc, comment les gens se connectent via ordinateur ou téléphone, et il va essayer de comprendre le mouvement des différents clients, des internautes, et éventuellement remonter l'information au marketing ou à l'entreprise. Et l'entreprise, elle, va commencer à concocter différents services pour ces personnes-là. Après ces métiers un peu techniques, on a un métier en fait qui s'est vraiment révélé à nous, qui est le social media manager qu'on connaît très bien. Donc le social media manager, quant à lui, est une évolution du métier de community manager. Community manager qu'on a quand même l'habitude d'entendre à cause des réseaux sociaux. Donc, tout comme le community manager, il doit s'assurer de la bonne image de l'entreprise, la bonne image que véhicule l'entreprise sur Internet. Contrairement au community manager, lui, il est plus stratégique, donc il va intervenir sur tous les réseaux sociaux, il va comprendre stratégiquement et décider stratégiquement l'intervention de l'entreprise via Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux qu'on connaît. Mais là où le community manager avait un rôle de producteur de contenu, le social media manager, s'inscrit davantage dans une réflexion stratégique. Lui, il va se demander pour quelle action on est là sur les réseaux sociaux, quel canal privilégier, quel contenu partager, quel axe choisir et dans quel positionnement on veut être. Donc, le social media manager va penser stratégique. Ensuite, lorsqu'il finit de penser stratégie, il descend au niveau du community manager, qui lui, son rôle qu'on connaît tous, en tout cas j'espère, le CM, donc community manager en abrégé CM, ou animateur de communauté, assure la présence d'une marque sur les réseaux sociaux, d'une entreprise, d'un service. Il anime, échange et interagit avec une communauté, donc toutes les personnes qui vont s'abonner à une page, donc ça peut être Facebook, tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Alors, que fait-il? Donc le community manager est donc en charge de la communauté. Il est en charge de l'interaction
entre l'entreprise et sa communauté. Entendez par communauté toutes les personnes qui suivent, qui like. Dans le cas de Matin Bonheur, le community manager va être derrière la page. Il va dire bonjour lorsque quelqu'un vient poser une question. Il va répondre, remonter l'information au marketing ou même aux finances. Ça, c'est ce qui est normal. Hein. Oui, c'est ce qui est normal. Ouais, c'est ce qui se fait en plus. C'est ce qui se fait, c'est pas trop sûr, mais c'est ce qui est normal. Il devrait se faire. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent gérer leur communication, donc ne prennent pas les services d'un community manager. On peut être son propre community manager quand on a le temps, quand on comprend comment ça se passe. C'est pas très compliqué, il faut juste se donner du temps. Mais en tout cas, le community manager représente l'entreprise sans être vu directement. J'ai envie de faire un petit travail pour relier les métiers. Oui. Vous avez parlé à l'instant de community manager qui devrait faire un travail qu'on a bien expliqué ici et remonter au responsable marketing manager. Les données, qu'est-ce qu'il en fait le responsable marketing digital? Alors, vous avez un community manager qui, lui, est toujours en contact de la communauté qui existe sur Internet, sur les réseaux sociaux. Lui, il reçoit des demandes. Par moment, il a des réponses à ces demandes. Donc, par moment. Parce que si un community manager, on lui demande Matin Bonheur, c'est à quelle heure? C'est une information dont il dispose. Il peut dire ça commence à 6 heures. Si on lui dit pour passer à Matin Bonheur, pour produire, pour passer une information qui va être d'un espace payant, il peut ne pas savoir. Donc, directement, il faut qu'il soit proactif pour remonter l'information au marketing qui, eux, sont censés avoir l'information, qui l'ont déjà. Et donc, il récupère l'information, la réponse, et directement, il vient la donner. Derrière ça, l'avantage, et ce qui est très bien pour le community manager, c'est qu'à la fin de sa période d'intervention sur les réseaux sociaux, il peut sortir des données statistiques. Donc, sur tous les réseaux sociaux, vous avez ce qu'on appelle le back-end, donc des données, donc combien, à quelle heure la communauté se connecte en général, quels sont les contenus que la communauté aime, les préoccupations qui reviennent. Est-ce que quand Marco, il est en costard, est-ce que ça marche ou est-ce que quand c'est un anniversaire ou en tenue technique, est-ce que ça marche? Ce sont des données qu'il peut remonter. Donc, est-ce que la communauté aime plus des vidéos ou des images ou des textes sans images ou des textes avec des images, les jours, le pays, c'est vraiment un travail d'analyse. Le manager, c'est pas celui seulement qui fait des recoupes des extraits de ceci ou de cela, mais c'est celui qui crée, qui est en amont, qui est en aval, qui peut savoir si on en met déjà. Oui, qui comprend les stats. Qui comprend les stats, qui les analyse, qui vous donne dans l'oreillette, qui vous dit ah Marco, on a tel nombre de questions, voilà les questions, les préoccupations qui reviennent. Donc ça peut créer une thématique. Exactement, exactement. Voilà, vous remarquez aussi que même dans tous les métiers, on est à des années-lumière de ça. Non, mais ça dépend. On peut se permettre d'avoir un community manager qui pendant une émission arrive à nous remonter directement l'information quand on a les moyens, ou sinon... Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour pouvoir appliquer cette... Il faut d'abord trouver la bonne personne, ensuite lui donner le matériel adéquat, donc une connexion très fluide, parce que c'est quelqu'un qui doit être vraiment connecté, un téléphone et un ordinateur, parce que c'est important que d'être à la fois sur différents réseaux pour parler, en même temps pour interagir. Et puis, voilà, s'il a ces trois choses, il peut très bien s'en sortir. Petite digression au niveau toujours dans le digital, tout ce qui est informatique, les directions des DSI. À quoi ça sert exactement la concentration? À quoi ça sert? Les directions des DSI. Système informatique. Oui, alors... Ça existe plus dans la partie technique. D'accord. On a, quand vous parlez de système informatique ou de système d'information, on a des entreprises, toute entreprise a des outils. D'accord. On a des outils pour gérer au quotidien l'entreprise, que ce soit les finances, la communication, les ressources humaines. Donc, les systèmes en fait, informatiques viennent faciliter la gestion transversale de toute l'entreprise centralisée. Vous avez des systèmes qu'on implémente à l'intérieur des entreprises qui vont gérer à la fois votre connexion à mail, vos réseaux sociaux, un réseau en fait, de communication simple
simple et simplifié pour tous les employés, en fait. Mais ça, c'est vraiment très technique et c'est pour faciliter... C'est interne. Oui, c'est interne. C'est interne, c'est conseillé d'être interne. Donc, c'est pour faciliter la fluidité, en fait, et les partages d'informations de pôle à pôle ou de secteur à secteur. Voilà. Alors, on a un autre métier qui est très bien vu. Voilà. On va terminer par là. Le développeur. On a deux sortes de développeurs. On a des développeurs web et des développeurs mobiles. On remarque que les internautes, quand on a un site Internet, se connectent par deux canaux, en général. On se connecte via son ordinateur ou on se connecte via son téléphone mobile. On a aussi ce qu'on appelle, on a un site Internet et on a une application mobile. C'est deux choses différentes. Alors, le développeur est professionnel des langages informatiques. Oui. Il fait du HTML, du Drupal, du WordPress. C'est vraiment... Des thèmes techniques. Un cerveau. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est très technique. On dit en général qu'il fait du code. Lui, on ne le voit pas beaucoup, on ne communique pas beaucoup sur lui. Mais c'est vraiment grâce à eux que nous pouvons discuter... Rien à voir avec les likes hackers. ou les... Non, du tout. Du tout. C'est deux choses différentes. Le hacker, c'est vraiment quelqu'un de très technique. C'est comme la tour de contrôle. Hein, voilà. Nous, les marketeurs, le marketeur pense la solution et le développeur conçoit la solution. Il la conçoit de façon technique. Un exemple, j'ai un ami qui s'appelle Delmo 225 qui travaille avec les agriculteurs. Exactement. Il est souvent en contact avec des développeurs, mais exactement, vraiment qui vont dans les champs, qui vont chez les paysans pour comprendre. Oui. Parce que c'est un travail, mais colossal. Quoi. Si vous avez un bon développeur, vous êtes gâté, comme on dit dans le Si vous avez un bon développeur, vous avez une bonne présence sur les réseaux, sur Internet. Parce que votre site, il est très bien ficelé, donc il est sécurisé, et puis tout le monde est content. Donc, il faut dire que lui, il est très technique, donc il y a plusieurs langages. Donc, on peut avoir une formation technique pour ça, ou on peut se former de façon simple pour être développeur d'applications ou développeur mobile. Donc, voilà. Donc, après le développeur, on a une personne aussi qui intervient dans toute la chaîne de digitalisation, qui est le chef de projet web. Il établit un cahier de charges. C'est la personne qui fait l'interface entre le client, il comprend la demande du client, il la récupère, il l'élabore, il définit les tâches et il fait intervenir en fait les techniciens. Donc lui, il élabore le cahier de charges, il coordonne tous les intervenants sur le projet, que ce soit le développeur, le designer. Il intervient sur une refonte, une conception de site Internet, une compréhension même d'un projet web. Et lui, en fait, il est la personne qui va vous expliquer en tant que client, si vous n'avez pas de compétences techniques, comment ça va se faire pour arriver à la production technique de votre solution. Donc voilà. Donc, voilà. Plusieurs corps de métier en tout cas, pour faciliter corps de métier, vraiment la vie à tout utilisateur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a beaucoup parlé de fonctionnalités ou de métiers techniques, mais il faut savoir qu'il y a des formations, mais il y a la possibilité également de s'auto-former. On a des cours en ligne qui sont gratuits, des personnes qui sont techniciens, qui aiment partager, qui mettent des vidéos sur YouTube, donc des tutos. Vous pouvez aujourd'hui décider d'être développeur web, vous restez dans votre chambre. Juste accorder du temps et de la volonté. Accorder du temps et de la volonté, comme tu l'as dit. Et c'est comme ça, en fait. Donc, voilà. Voilà. Oui. Vous l'avez dit. Le tu ne tue pas. Oui, le tu ne tue pas. Mais bon, c'est vrai qu'en télévision, on opte pour le vous. Qu'importe nos accointances, n'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas, exactement. 6h47, mesdames et messieurs. Honnêtement, je ne sais pas ce qui vient après. Ça, je vous dis honnêtement. Mais on part. On va et voilà, on vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Bon, les leaders, nouvelle sortie, 6h47 en temps universel. Vous écoutez Matin d'Isaac. C'est quoi? Petite maman. Non, il n'y a pas mon nom dans cette chanson. Amis téléspectateurs de RTI1, bonjour Marcelin, bonjour Alix, on est content de vous retrouver. On est mardi aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Bon, si ce n'est pas encore le cas, regardez votre calendrier. On est bien mardi. Et le quantième sommes-nous? The
c'est le 23 avril 2019. Bon, 23 avril. Bonjour Yann. Bonjour Isaac, bonjour Alix, joyeux anniversaire encore à toi ma chérie. Ouais. Bonjour Marcelin, bonjour à tous. Mais il ne m'a pas invité. Moi j'y étais, j'ai mangé pour vous. Ah, d'accord, ok. Donc tu vas rôter tout à l'heure dans les narines de Carlton. Bon, Alice, bon anniversaire encore. Merci, tu n'as pas invité. Merci beaucoup. Marcelin, jolie veste comme d'habitude. Bonjour les cadres et puis l'homme qui fait les grous là. Il les salue aussi. Voilà. Bon, ben on passe le bonjour à toute l'équipe de production de Matin Bonheur. On vous rejoint, amis téléspectateurs et équipe de Matin Bonheur, parce qu'aujourd'hui c'est mardi et en ce joli mardi, en plein début du FEMUA 12, tiens, on va vous proposer quelques expressions qu'on décortique ensemble. Oh, attends là. Français, ce n'est pas François. Alors. Parce que français, ce n'est pas François. C'est pas Brigitte. Français... français, ce n'est pas Brigitte. Bon, d'accord. C'est quoi un travail de bénédictin? Bon, les bénédictins... C'est que les bénédictins, c'est les moines. Oui, c'est des religieux. C'est moi, il est parti de l'église beaucoup. Oui. Nanango, ça va à l'église. En effet, Galilée, hier, bon, voilà, il est ressuscité, bien, tout ça. Donc, on connaît. S'il vous plaît, il est partout. Bon, un travail de bénédictin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un travail intellectuel de longue haleine. Voilà, parce que c'est que les religieux, c'est des bosseurs. Hein. Généralement, ils sont polyglottes. Ils font le vin. Voilà, ils fabriquent du vin, ils fabriquent du fromage. Ils font plusieurs choses en même temps. Ils soignent les pauvres, les charités, tout ça là. Donc, un travail intellectuel de longue haleine ou un travail qui exige beaucoup de patience et de soin. Voilà. Et dit donc travail de bénédictin. Vous avez pris des notes? Français, ce n'est pas François. Hein. Bon. Deuxième expression pour vous, tiens. Franchir le Rubicon. Le Rubicon, c'est une fleuve. D'accord. C'est une fleuve dans les... quelque part là-bas, dans l'Europe en tout cas. Oui. Apparemment, c'est apparemment de les guerres qui les franchit un Rubicon. Oh, ça y est. Tu vas à l'école. Prenez le transport de les gens. Travaillez, prenez de le faire. C'est bien. Le garçon, il est très inspiré. Il fait un coup du soir. EPP Bad Maroc. Ah, d'accord. EPP Bad Maroc. Pardon. Maroc. EPP Bad Maroc. Voilà. Attendez, c'est ça. Bravo. De quel Maroc s'agit-il? C'est Maroc Casablanca. Maroc de Yopougon, tu veux dire. Franchir le Rubicon, une expression que vous entendez peut-être sans trop savoir ce que cela signifie, eh ben, c'est faire un pas décisif et irréversible. Ou encore, c'est prendre une décision et en assumer toutes ses conséquences. Il y a fouillé ici, Rubicon, c'est un fleuve d'Italie. Oui. Voilà, Rubicon. Bon. Voilà. El Rubicon. Parce qu'ils sont en italien. D'accord. Et puis, dernière expression, tiens, à partager avec nos auditeurs et les téléspectateurs de RTI 1, le complexe d'Édipe. Ça, bon, ça, on a fait ça à philosophie. Le complexe d'Édipe. Encore pour ceux qui ont fait philo. Nous, on a fait philo dans l'école là-bas, high school. De nombreuses personnes, hein, dans l'exercice de leur fonction, ont finalement oublié les cours de philo. Qui se rappelle franchement, hein. Ça a servi à quoi? La racine carrée. À la radio aussi, tu utilises la racine carrée. Oui, c'est pour le micro, là. Les micros. Racine carrée du micro. Tu vois pas les positions de les micros, puis c'est descendre racine carrée. C'est ça, les LN. Normalement, quand tu suis la probabilité, ln de x égale au micro omnia 16 qui va tout droit. Tu vas pas me laisser, ça n'existe pas. Après, il va demander à M. Marceline s'il connaît x plus y égale à 152. Bon, alors, pour ceux qui ne sauraient pas, le complexe d'Édipe, eh ben, en psychanalyse, hein, c'est le désir inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé et celui d'éliminer le parent rival du même sexe. Ça, c'est haram. Alors, je simplifie. Quand on est gosse, pour un petit garçon, on est amoureux de sa mère. Bon. Ah, d'accord. C'est pas amoureuse, hein. Non. On les aime, son maman. Voilà. On l'aime beaucoup, on ne peut pas la partager. Son premier grand amour, en fait, pour un petit garçon, c'est sa mère. Même pour un grand garçon, après qu'il voit que toutes les femmes... Là, Et même pour un grand garçon, en grandissant, en fait, le jeune homme, il veut que les jeunes filles qu'il rencontre ressemblent à sa mère. Et vice-versa. Hein. Donc, les jeunes dames, ne soyez pas étonnées que votre compagne ou votre petite amie vous dise « Non, maman, papa aurait fait ceci. » Surtout si elle a eu de très bons rapports avec son père. Mais on a dit que les femmes, ils épousent toujours les papas. Hein.
il prend toujours l'homme qui est ressemblé à son papa. Pas 100%, mais il est ressemblé à son papa. Je voulais dire quelque chose. Tu peux te retirer. Non, vas-y, lâche-toi. Donc, tu veux dire que... Tout le monde écoute. Lâche-toi, vas-y. On t'entend, on te regarde. Généralement, les femmes arrivent toujours à leur fin. Elles choisissent un monsieur qui a quelque chose de leur père. C'est ça. Même quand elles sont en conflit avec le daron. Ouais, ça c'est vrai. Hey. Même quand elles ont une relation conflictuelle avec leur père. Peut-être un psychanalyste, un chocoyaka. On va t'appeler Sigmund dessous. Mais les hommes comme toi, ça ne trie pas, donc ça va dans tous les sens. Non, ça trie. Ça trie. Ah bon, c'est vrai que les malhonnêtes, c'est un peu ça. On les trie quand même. Même dans la malhonnêteté, il y a les tris qu'on les fait. Ah bon, faut rester là. D'accord. Mais surtout, très chers téléspectateurs et très chers auditeurs, ne dites jamais un tri sélectif parce qu'un tri est déjà sélectif. C'est qu'est-ce qu'on est trié dans les... On est trié. Dans la sélection. Soit on a fait la sélection ou on a fait le tri. Tu es trié peut-être dans 100, tu es trié dans 100, tu as pris 10. Et puis tu tries encore. Tu es trié encore, tu as trié 5. Tu es trié encore, tu as pris 1 dedans. C'est parfait. Bon, ben, on a le temps de rappeler le sujet pour lequel nos auditeurs pourront nous appeler tout à l'heure. C'est un sujet qui vous intéresse au plus haut niveau. Tiens, si vous travaillez en entreprise. Alors, quelle attitude avoir lorsque votre supérieur vous humilie en public? Ah oui, il arrive. Grande question. Le supérieur soit de nature à hurler devant tout le monde. Le gars, point oui ou un non. te rencontre dans la cour. Toi, je t'ai demandé de faire ceci, cela, machin. Tu sortiras d'antenne. Ta tête chauve là. Tu vas comprendre. Alors... C'est comme ça qu'on t'a appris à faire le travail. Tu vas me sentir. Tant que moi, je suis là, tu ne feras plus ceci ou cela. Bon, tu ne manges pas à midi. Vraiment. Il t'humilie en public, tu réagis comment? Ça arrive à tout le monde. Hein? Ouais. Mais un jour, les gouttes veulent déborder les vases. Hein? Il y a un adage bien de chez moi qui dit... Non, tu ne me dis pas ça. Tu t'es calme. Il y a un adage bien de chez moi qui dit... Tu t'es calme, tu me dis pas ça. Ah, si. Si tu humilies un enfant en public, ne sois pas étonné de sa réaction en public. Ça dépend de l'enfant. Hein? Si c'est un enfant africain, il veut parler. Si c'est un enfant européen... Parce que la honte pousse à faire certaines choses. Pour ceux qui souhaitent nous écouter, les téléspectateurs qui souhaitent nous écouter, on sait qu'après Matin Bonheur, vous allez certainement sortir de chez vous et prendre le chemin du travail. En voiture ou pour ceux qui restent à la maison, c'est 92.0 de la bande FM. Si vous êtes à Abidjan, Mangerville, Dabou, Grand Bassam et ailleurs en Côte d'Ivoire, différentes fréquences vous sont attribuées. Il y a les banderoles qui défilent en bas. Et puis on a la bande déroulante. Juste au bas de votre écran. Fréquences. Et pour ceux qui veulent nous voir tous les matins, c'est simple, il faut télécharger gratuitement votre application mobile Fréquence 2 sur App Store ou Play Store. Cliquez sur l'onglet Live Vidéo ou encore sur le site de la RTI en tapant simplement www.rti.ci. Voilà Marcelin, Alix et toute l'équipe de production de Matin Bonheur. On vous fait une grosse bise. Bon, moi je fais des grosses bises aux dames. Et... Moi je fais un gros bisou à Marcel là. Ah, il sera très content là. C'est pas plus mal, ça. C'est lui qui verra contente. Bon, tu fais une bise à qui d'autre? Bon, à tous les hommes qui sont en train de travailler là-bas, voilà. Moi, je fais une bise à maman, les réalisatrices là. Et on n'oublie pas la prophétesse aussi. Merci pour les prières. Quelle prophétesse? Ah, d'accord. D'accord, c'est parfait. À la radio, on aurait dit, si Christian tient les manettes et Franck Bleu réalise cette émission, vous pouvez voir la radio en téléchargeant l'application mobile Fréquence 2. Vous pouvez nous écouter sur le bouquet Canal Sat et c'est le canal 430. Puis c'est à sauter là-bas comme ça. Je la vois même d'ici. 430. On est ensemble jusqu'à 9h. Décrochez surtout pas. À 6h57 en temps universel. Il y a de la musique qui arrive et à ce moment précis, il y a un air d'amour. Un vent de zouk qui souffle. Dédicace à tous les musulmans qu'on n'a pas invités pour la fête de Pâques. Ah bon? Laissez pouvoir à Dieu. Ah bon? On vous fait de gros bisous. Il y a la séquence des baka qui arrive. On ira manger chez vous. Tu vas manger? Invité pour obligatoire. C'est mon premier surat depuis là, mon premier surat. Aux téléspectateurs de RTI, on se donne rendez-vous mardi prochain. Aux auditeurs de Fréquence 2, on est ensemble du lundi au vendredi. Décrochez surtout pas. Bébé de Maou et Zinzam, Mayenwa et Fumone, de Matibim, c'est Singing, Zama, Ayemela. C'est le dernier coup d'œil sur l'actualité dans Matin Bonheur. Merci de nous rejoindre.
Le Sri Lanka continue de traquer les responsables de la vague d'attentats suicides qui a fait au moins 310 morts dimanche dans l'île d'Asie du Sud. Les autorités ont imputé ces attaques meurtrières à un mouvement islamiste local alors qu'elles n'ont toujours pas été revendiquées. La présidence du pays a déclaré l'état d'urgence à partir de lundi. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans le nord de la Birmanie pour protester contre la relance d'un projet de barrage soutenu par la Chine, estimant qu'il provoque des dégâts énormes pour l'environnement et apporte peu de bénéfices au pays. Le maire de New York, Bill de Blasio, a entériné hier un ensemble de lois vertes censées être exemplaires pour le climat. Cette série de mesures oblige notamment les gratte-ciel et bâtiments de plus de 2300 mètres carrés à réduire leurs émissions de 40% d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2005. À défaut, les propriétaires seront soumis à de lourdes amendes qui pourraient dépasser le $1 million. Vous faites peut-être partie des 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels de la plateforme américaine Facebook. Si c'est le cas, attention, vous êtes plus sujet aux problèmes d'addiction et de dépression et également de polarisation politique. C'est en tout cas ce que nous rapporte une étude publiée par les universités de Stanford et de New York. Et puis on termine avec du sport football, Ligue 1 française, une victoire devant son public et le retour sur les terrains de Neymar. Le Paris Saint-Germain, qui a dominé Monaco 3-1 grâce à un triplé de Kylian Mbappé, a fêté dimanche son titre de champion dans une ambiance sereine, marquée par les hommages à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà qui marque la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Une information qui nous réjouit le haut point. Voici la présidente du fan club de Kylian Mbappé ici. Elle, son fils, on le salue, on lui fait un gros bisou. Il est réveillé, il est en vacances. Mbappé aussi. Oui, il s'appelle Kylian Mbappé. Lui, jusqu'à preuve du contraire, Kylian Mbappé. Merci beaucoup Régis, on se revoit demain. Bonne journée. Ciao, ciao. Alors, nous maintenant, on s'intéresse pas au sport, mais au droit, avec notre invité qu'on verra dans quelques instants, avant bien sûr l'élément illustratif. Il y a des phrases comme ça qu'on entend dans une salle de mariage. Vous optez pour la communauté de biens ou la séparation de biens? Communauté. D'accord, on a opté pour la communauté de biens. Alors, les époux participent à mesure de leurs possibilités aux charges du ménage. On l'entend bien. 50-50. D'accord. Mais quand il arrive que l'un des époux ne veuille pas participer aux charges des ménages, quel est le recours de l'autre époux? C'est toute l'essence de notre sujet du jour. Et donc, avec monsieur le juge, on va débattre de cette thématique-là. Regarde. Ouais, Gaoussou. L'élément illustratif de ce jour. On va aller directement. Alix a récapitulé. On va faire sans, c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien. On va faire sans le truc, parce que le juge est organisé. Nous avons fait en sorte qu'il ait déjà le cas en amont, en aval, donc pour être à l'abri de soucis techniques. Le cas, c'est le cas de Madame Ava. Et monsieur le juge, bonjour, désolé pour ces incidents techniques vraiment indépendants de notre volonté. On aurait voulu donner un plus beau visage à un juge qui est sur notre plateau. Alors, il s'agit de Madame Ava qui ne veut pas contribuer aux charges du loyer. Elle est grande commerçante, elle est mariée à un monsieur dans ce qu'il est convenu d'appeler la communauté des biens. Et là, elle ne veut pas participer. Elle se dit que cela incombe essentiellement à l'époux. Voilà le cas qu'on essaie quand même de résumer puisqu'on n'a pas de vidéo. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tout le cabinet de monsieur le garde des Sceaux, grâce à qui nous avons la possibilité d'avoir des fonctionnaires de ce niveau-là de notre justice. Alors, la première question sera de savoir que signifie l'expression charge du ménage. Merci, madame. Alors, l'expression charge du ménage, pour la comprendre, il faut se référer à l'article 51 de la loi sur le mariage. Cette loi dispose en substance que, par le mariage, les épouses obligent à une communauté de vie. Et qui parle de communauté de vie parle nécessairement de communauté de dépenses. Et donc, les charges du mariage peuvent être entendues comme l'ensemble des dépenses découlant de la vie en ménage.
peut-être qu'il va falloir qu'on en fasse la liste pour être plus clair. Alors, ces charges concernent notamment les frais d'entretien et d'éducation des enfants, leur scolarité, leurs frais de santé, leurs besoins alimentaires, mais les besoins également du couple, de monsieur et madame, notamment les frais de santé, les frais d'entretien, toilette, habillement et autres, les frais de logement, le logement familial, le loyer doit être payé, les factures d'électricité. En fait, ce sont toutes les dépenses du couple, de la petite famille. Voilà en substance ce que veut dire cette expression. Les spectateurs qui n'ont pas vu l'élément, donc qui aimeraient qu'on revienne sur le cas, parce qu'ils prennent des notes. Le cas de ce matin, mesdames et messieurs, est relatif à une dame mariée sous le régime de la communauté des biens et qui refuse de contribuer aux charges du ménage. Ce cas pose le problème général de la contribution aux charges du ménage. Il concerne aussi bien les foyers résultant d'un mariage que les foyers résultant d'une union libre. Deuxième question, monsieur le juge, que dit la loi à propos de l'obligation des conjoints à contribuer aux charges du ménage? Alors, il faut se référer à l'article 59, le nouvel article 59 de la loi sur le mariage qui est ainsi libellé. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ces obligations, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisir, arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit, du travail et des revenus de son conjoint. Donc, il s'agit d'une obligation légale à la charge des deux époux. C'est ce que la loi a prévu. Monsieur le juge? Alors, lorsqu'on dit en proportion de ses facultés, cela suppose que celui qui en a plus contribue plus, celui qui en a moins contribue moins. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne pèse pas à titre principal sur l'un quelconque des conjoints. Si madame dispose de plus de revenus, elle devait pouvoir contribuer plus. Et si monsieur en a plus, il devait pouvoir contribuer plus également. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Au préalable, il faudrait savoir qui gagne quoi. Combien. Oui, mais on suppose que les époux connaissent chacun les revenus de l'autre. Mais il faut déclarer réellement ses biens, parce qu'on peut cacher certaines choses. Tout on a vu ça. Effectivement. Alors, monsieur le juge, comment se fait la contribution aux charges du ménage de manière pratique? Alors, cette contribution, la loi n'a pas défini la manière dont cette contribution est apportée. Donc, on suppose que chacun va... Cela un peu de regret? Non, pas que cela soit regrettable. Le couple est suffisamment mûr pour voir comment cette contribution va se faire. Ça peut être un apport, c'est toujours un apport financier. Cela peut être une mise à la disposition, par exemple, de l'épouse des popotes du mois, le paiement du loyer. En fait, les époux définissent, par exemple, vous payerez le loyer, vous ferez ceci, vous ferez cela. Alors, ce qu'il faut... Est-ce que moi, par exemple, mon épouse peut me donner... Si elle ne me donne pas, moi, mon argent de poche en tant qu'homme, est-ce que je peux me plaindre? Si elle gagne au préalable plus. Alice. Non, si elle gagne plus, c'est plus. Vous êtes dans un cas... Je suis dans un cas, par exemple, de communauté de biens. Puisqu'on trouve bien raisé que l'homme donne l'argent de poche à son épouse. Et donc, si monsieur est en difficulté, en fait, ce que vous devez savoir, c'est vous posez là un terme, l'obligation de secours. Voilà. L'obligation de secours, les époux se doivent un secours mutuel. Et donc, si l'homme est en détresse, la femme devait pouvoir venir à son secours. Moi, je ne vais pas définir ça en termes d'argent de poche, mais je voudrais qu'on retienne que si l'un des conjoints est en difficulté... Mais pourquoi pour l'homme, c'est quand il y a la détresse, pour la femme, c'est naturel? Naturellement, non, c'est pas que ce soit naturel. Certainement que la femme est aussi en situation de détresse qui nécessite une action, qu'on lui donne de l'argent de poche. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, c'est ce qu'il faut retenir. Et cela se fait en proportion de ses capacités. En proportion de ses capacités déclarées. Alors, quels sont les ménages concernés? Alors, les ménages concernés, j'ai suivi le cas. C'est-à-dire, d'emblée, beaucoup pensent qu'il n'y a que dans le régime de la communauté des biens. Mais la contribution aux charges du ménage
fait partie des dispositions de base. C'est ce qu'en droit on appelle le régime matrimonial de base. Quel que soit le régime sous lequel vous êtes unis, vous avez l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Que vous soyez en séparation des biens ou en communauté des biens, l'obligation de contribuer aux charges du ménage demeure. Voilà, donc c'est pour les couples, pour me résumer, c'est pour les couples en séparation et en communauté des biens. Alors, par le seul fait du mariage. On a eu dans on va dire le préambule, un autre terme, l'union libre. Alors, l'union libre, c'est une union qui n'est pas juridiquement consacrée. C'est-à-dire? Et dont les effets juridiques sont limités. C'est-à-dire que c'est une union qui n'est pas consacrée par notre droit, qui ne reconnaît que le mariage. En France, notamment, vous avez le mariage, le pacte civil de solidarité. Alors, chez nous, ici, la dot, non seulement n'est pas reconnue par la loi, mais même elle est prohibée. Elle est prohibée. Et donc, c'est le concubinage dont on parle tant et qui existe dans notre société, hélas. Le concubinage confère ce droit de participation aux proportions? Non, le concubinage ne crée pas en tant que tel une obligation de secours. Justement, il y a une question qui vient. L'obligation de contribution aux charges du ménage concerne-t-elle les couples vivant en concubinage? Et qu'en est-il du droit des enfants nés hors mariage? Et puis la mère ou le père peut-il contraindre l'autre parent à pourvoir aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants? Merci. Alors, lorsque vous posez le problème du concubinage, ce problème ne peut être analysé qu'avec les enfants, à la lumière des enfants. Parce que les concubins en tant que tels n'ont pas d'obligation l'un envers l'autre, légalement. Seulement lorsque le concubinage a produit des enfants, lorsqu'il y a des enfants issus du concubinage, en ce moment-là, les enfants ont droit à des aliments. Il faut pouvoir à leurs frais d'entretien et d'éducation, et c'est l'article 4 de la loi sur la minorité qui le prévoit. Les parents doivent pouvoir aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Dans ce cas-là, le concubin ou l'un des concubins peut, lorsque l'autre manque à son devoir, saisir le juge des tutelles. Vous voyez ici, ce n'est même plus le juge des affaires matrimoniales, c'est le juge des tutelles, parce que c'est lui qui veille sur les intérêts du mineur, qui va déterminer la part de contribution du parent qui est fautif. Donc, le concubinage en tant que tel ne crée pas de droit. Seulement lorsqu'il y a des enfants issus de ce concubinage, l'autre concubin peut exiger de l'autre, en justice, qu'il pourvoie aux frais d'entretien et d'éducation de cet enfant. Alors, monsieur le juge, autre cas de figure, là on a parlé du concubinage, ça veut dire qu'il y a une communauté de vie de fait. Dans un autre cas où l'enfant a été conçu et les parents ne vivent plus ensemble? Alors, c'est le même régime. D'accord. C'est le même régime. Et généralement même, dans les faits, lorsqu'on en arrive à cela, les parents ne vivent plus ensemble. C'est-à-dire l'union s'est déstructurée, chacun est de son côté. Oui. Et donc, il faut contraindre l'autre à répondre à ses obligations de père ou de mère. Alors, quels sont les facteurs qui entraînent le relâchement de l'un des conjoints dans la contribution aux charges du ménage? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que l'un des facteurs essentiels, c'est surtout le facteur économique. Monsieur peut être en difficulté ou madame peut être en difficulté. Il peut avoir perdu son emploi. Il peut être surendetté parce que malheureusement, le surendettement des ménages existe. Vous allez voir le cas où souvent l'individu il a contracté plein de dettes auprès des usuriers et il ne le dit pas à son épouse. Et le bon père de famille, il n'est plus en mesure de répondre à ses obligations convenablement. Ce sont des cas malheureusement qui sont lésions. Il y a ça. Alors, il y a aussi un facteur sociologique. C'est que généralement, en tout cas dans nos sociétés africaines, nous pensons que les charges du ménage pèsent sur l'homme. Oui. Nous pensons que... Et l'ancienne loi même disposait plus ou moins ainsi, que les charges du ménage pèsent à titre principal sur l'homme. Et donc la femme ne voyait pas pourquoi contribuer. Comment contribuer alors que... Et surtout que lorsqu'il vient vers la dame, il déploie de grands moyens.
Ah oui. Il montre qu'il a en mesure de prendre soin d'elle. Là encore... Et si cela a déterminé le consentement de la dame, pourquoi veux-tu que maintenant... Il y ait changement après. Je viens de contribuer. Il y a des femmes qui, malgré tous les grands moyens qu'on déploie, malgré tout ce que l'homme peut avoir, participent. Ah oui, non, mais Merci, je mesdames. pense que la femme doit faire une distinction entre les techniques d'approche pour gagner son cœur et les techniques d'approche. Et maintenant la vie garder à en vie en ménage, où il y a des obligations qui naissent. L'homme ça, pose le premier pas, pas les mêmes mais réalités. après nous sommes tous engagés. L'homme pose le premier pas et après La première pierre, et puis nous après, marchons ensemble. on Oui, monte encore que l'édifice maintenant aussi les femmes ensemble. posent le premier pas. Hein. Ah oui. Donc Elle celui pose qui pose le premier même pas, en technique d'approche. il prend, voilà, Les deux sont chefs de il se famille donne les maintenant, moyens donc, de conquérir le conjoint. Maintenant, lorsqu'on l'a conquis, bon, écoutez, voyons tous dans la même direction et puis contribuons ensemble au charge du ménage. Une concurrence, on va dire, mutuelle. Pas de technique d'approche. Alors, on a une autre... Ben oui, moi aussi. Hein. On a une autre question, monsieur le juge. Quelle procédure a su pour obtenir la condamnation d'un conjoint à contribuer aux charges du ménage? Alors, Hélas. pour obtenir la condamnation d'un conjoint à contribuer aux charges du ménage... C'est le cas de Mme Avar. Oui, Extrêmement. Alors, dans ce cas-là, il faut adresser une requête au président du tribunal du lieu de résidence. Vous adressez la requête et vous donnez des explications. Si vous êtes notamment en mesure de produire le bulletin de salaire de monsieur, vous-même votre bulletin de salaire, vous dites voilà ce que je gagne, voilà ce que lui gagne, mais il ne contribue pas aux charges du ménage. La preuve, à chaque fois, nous sommes assignés en résiliation de bail pour non-paiement de loyer et autres. Dans les deux sens aussi. Hein. Oui, l'un de l'autre peut le prouver. Et donc, voilà, les enfants sont à la maison parce qu'on ne paye pas leurs frais d'études. Donc, je demande qu'on m'autorise à citer mon épouse pour qu'il contribue aux charges du ménage. Et le juge, le président, signe ordonnance vous autorisant à citer l'époux fautif. Et la citation est faite par voie d'huissier. Vous venez, le juge des affaires matrimoniales vous entend et prend son ordonnance. Et cette ordonnance autorise à saisir une quote-part du salaire ou des revenus de l'autre conjoint. Ceci n'est pas une procédure, on va dire, qui engage une condamnation. Il n'y a pas de condamnation pénale pour le moment. Alors, il n'y a pas de condamnation. Madame Ava court quoi? Qu'on saisisse, elle est commerçante. Elle est commerçante. Dans le cas, ici, elle est commerçante. On va saisir une partie de ses biens. Son compte bancaire, par exemple. Son compte bancaire, oui. Son compte bancaire ou si elle a des créances auprès des tiers, cela peut être saisi. Et s'il y a des enfants mineurs, par exemple, ça change la chose? Ça l'aggrave? S'il y a des enfants mineurs, cela peut élargir l'assiette, enfin, le taux de contribution. Si vous contribuez à hauteur de 2% et de 10%, lorsque vous êtes seul et qu'il y a des enfants mineurs, bon, ça élargit vos responsabilités. Leurs charges aussi font partie des charges du ménage et donc cela vient agrandir l'éventail de contribution. Il faut contribuer plus puisqu'il y a des enfants mineurs. Est-ce qu'il est de bonne loi pour des futurs époux de passer devant un juge avant d'aller devant le maire pour certains conseils? Bon, quand vous dites passer devant un juge, c'est le cas extrême, mais il n'y a pas que les juges. Passer devant un juriste, parce que vous entrez dans un contrat et il faut en connaître les dispositions. D'accord. Il faut en connaître les dispositions. Parce que ça fait mal parfois à certains, mais le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat pas comme les autres, mais n'empêche que c'est un contrat quand même. Et donc, il faut connaître la teneur des régimes. Pourquoi est-ce que vous devez opter pour la séparation des biens dans telle ou telle hypothèse et pourquoi c'est la communauté des biens qui sied plus à tel ménage? Il faut le savoir. Il faut savoir quels seront les droits de la femme, les droits de l'autre conjoint, ainsi de suite. Et parce que beaucoup de ménages ne connaissent pas leurs droits, cela pose beaucoup de problèmes. Vous parlez du cas de Mme Avar, mais Mme Avar, ce n'est pas parce qu'elle est forcément de mauvaise foi. Elle a pu croire à tort qu'en tant que femme, elle n'a pas l'obligation de contribuer. Vous voyez? Alors, lorsqu'elle est instruite... C'est sociétal, c'est sociologique. Voilà. C'est sociologique. C'est sociologique parce que souvent, le droit est en avance sur les mœurs de la société. Et donc, il faut s'instruire soi-même d'abord. Et merci pour cette émission, notamment, qui permet aussi d'instruire la population. Et on va poursuivre toujours dans cette même lancée-là. Et pour savoir quelle est la procédure à suivre pour la condamnation de l'un des parents à contribuer aux frais d'entretien et de l'éducation des enfants mineurs. Alors, cela suppose qu'il n'y a pas de mariage. Et dans cette hypothèse-là, il faut adresser une requête
au juge des tutelles. Mais je voudrais préciser que cela suppose d'abord qu'il y a une filiation légalement établie. Parce qu'il n'est pas rare qu'une femme vienne vous voir et dise « bon, le père de mon enfant ne s'en occupe pas ». Notre première réaction en tant que juge des tutelles, mais est-ce qu'il a véritablement reconnu l'enfant? Elle dit non, l'enfant vit avec nous, mais il n'a pas d'acte de naissance. Si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, on n'a pas la preuve de sa filiation. Parce que vous n'êtes pas légalement marié et ce qui peut établir la filiation, c'est l'acte de naissance. Il faut que l'enfant ait l'acte de naissance, que le père ait régulièrement reconnu l'enfant. C'était le cas antérieur avec votre collègue. Voilà. Et à partir de cela, bon, le juge des tutelles est saisi. Le juge des tutelles est saisi avec les actes de naissance et autres. Et bon, l'autre conjoint est convoqué, invité à produire son bulletin de salaire. Beaucoup ne vont pas répondre à la convocation, mais une décision sera rendue. Et lorsqu'elle va commencer à être exécutée, ils se présenteront nécessairement pour chercher à négocier. Alors, c'est le moment aussi de faire un petit récapitulatif. La communauté de biens, c'est quoi? La séparation de biens, c'est quoi? Les implications des deux. Alors, merci beaucoup. Là, en Côte d'Ivoire, on parle de la communauté réduite aux acquis, par opposition à la communauté universelle adoptée dans certains États. La communauté réduite aux acquis, dans acquis, il y a le mot acquisition. Acquisition, donc, ce sont les biens acquis pendant le mariage. Et donc, dans la communauté des biens, vous allez distinguer les biens propres et les biens communs. Les biens propres, c'est notamment ce que chaque époux avait avant le mariage. Les biens à caractère personnel et aussi les biens reçus par don, legs ou succession. Et ensuite viennent les biens communs. Les biens communs, ce sont les biens qu'on acquiert pendant le mariage, ce sont les revenus des activités des deux époux. Et il y a la notion... À partir du jour du mariage. À partir du jour du mariage. Et aussi les revenus des biens propres. C'est-à-dire si, par exemple, madame avait une maison avant le mariage, un immeuble qui génère des loyers de 500 000, l'immeuble est un bien propre. Mais les loyers sont les revenus du bien propre. Et donc, ça tombe dans les biens communs. Ah bon? Oui. Voilà. Les revenus des biens propres sont des biens communs. Et dans les biens communs, il y a les biens communs ordinaires et les biens réservés. Les biens réservés sont les biens réservés à l'administration de la femme. Et ce sont les revenus de ses activités, de son activité professionnelle. Ces biens sont des biens réservés à son administration. Elle les administre librement après avoir contribué aux charges du ménage. Et les biens communs ordinaires sont les autres biens administrés par l'époux, sous l'emprise de la loi actuelle. Alors, les biens propres, dans le régime de la séparation des biens, tous les biens sont propres. Et si les époux travaillent ensemble à l'acquisition d'un bien, ce ne sera pas un bien commun, mais ce sera un bien indivis. Un bien? Indivis. C'est-à-dire, ça appartient aux deux. Et pour connaître le régime de ce bien, il faut voir quelle est la part que chaque époux aura apportée à la réalisation, à la création de ce bien. Et dans cette hypothèse-là, il est bon qu'il y ait à chaque fois des écrits pour déterminer. Ah oui, parce que après, alors, vous qui avez l'habitude des dossiers, quel est le régime le plus sollicité? C'est le régime de la communauté des biens? Alors, les Ivoiriens sont un peu plus habitués au régime de la communauté des biens, parce que c'est ce régime qui a prévalu pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il y ait une réforme qui introduit la séparation des biens en option. Vous avez parlé de hacker en différence à ce qui se fait à l'extérieur. Juste pour info, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur qui est différent? À l'extérieur, il y a souvent la communauté universelle. C'est-à-dire tous vos biens sont communs. Que vous les ayez acquis avant le mariage ou pendant le mariage, par le seul fait de contracter le mariage, tous ces biens ont un caractère commun. Cela rentre dans un domaine commun. Voilà, un domaine commun de fait. Voilà. Est-ce que comme aux États-Unis, chez nous ici, on a des mariés ont des contrats de mariage? Contrat de mariage. Ah non, au stade actuel de notre législation, il n'y a pas de contrat de mariage. Qu'est-ce qu'on attend pour légiférer? Tout est prédéterminé. Bon, le droit évolue en fonction des mœurs. Non, le droit, vous avez dit, dévance les mœurs, c'est ce que vous avez dit. Oui, non, dans notre cadre ivoirien, le droit d'évancer les mœurs. Pourquoi? Parce que chacun avait sa tradition. Les Akans, ils ont leur tradition, les Mandés, ils ont leur tradition, les Gous ont leur tradition. Et donc, il fallait trouver un élément fédérateur. Absolument. Et c'était la loi qui nous a dévancés. Maintenant que nous nous sommes appropriés cette loi, on va évoluer avec elle. Et
en fonction de l'évolution de nos mœurs, la loi va être modifiée. La preuve, actuellement, il y a beaucoup de réformes législatives, même le droit de la famille. Tout récemment, jusqu'à récemment, on dit le chef était, et le chef du ménage était l'homme. Ce pouvoir est tombé. Il s'est démocratisé. Il est partagé. Bon, la démocratie, c'est le régime le mieux consensuel, je pense. La France nous a fait un peu peur, le pouvoir. Bon, mais c'est l'expression. La femme et chef également est érigée au même rang que l'homme en matière de direction du mariage. Donc, demain, peut-être les choses vont évoluer, peut-être un peu plus que l'homme prendra même le nom de la femme. Qu'est-ce qu'on a ça? Pourquoi pas? C'est fait pour les enfants ici, il y a une possibilité pour les enfants de prendre le nom de la mère ou pas? Est-ce que juridiquement c'est possible? Ça va venir. Il y a des réformes en cours qui le permettront d'associer. En ce moment, vous aurez un patronyme double. Mais à ce stade actuel de notre législation, il n'y a que le patronyme du père. Est-ce qu'une femme peut être mariée et conserver toujours son nom? Mais la loi actuelle dit que la femme a l'usage du nom de son mari. Donc, elle garde son nom. Elle n'en a que l'usage. Donc, elle peut l'utiliser ou pas? Donc, elle peut utiliser son nom. Et quid, par exemple, ça, bon, on sort un peu du sujet, mais bon, c'est important à savoir, quid, par exemple, des femmes qui ne sont plus mariées, mais qui portent toujours le nom de l'ex-époux? Oui, mais elle a été connue sous ce nom. Et souvent même, elle est connue dans son milieu. Ce nom devient souvent un label. Et souvent même, c'est la femme qui donne à ce nom toutes ses lettres de noblesse. Ah bon? Oui. Il y a des femmes qui ennoblissent le nom de l'homme. Et donc, concéder qu'après le mariage, elle puisse en avoir l'usage pour un temps. Il en bénéficie plus qu'elle. Pour un temps. Mais bon, il y a des cas où les gens viennent en interdiction pour dire que tel arrête de porter mon nom parce que voilà, elle fait une activité qui prospère sous mon nom. On a eu le cas des Carambeux, tout ça. Oui, même en Côte d'Ivoire, ici, il y a des cas que je ne voudrais pas citer. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Merci d'être passé chez nous pour nous informer. C'est un plaisir chaque fois d'avoir ces cas pratiques-là. Vraiment, une fois de plus, on aimerait remercier la diligence de monsieur le garde des Sceaux et puis toute son équipe, tout le cabinet qui, vraiment, parce que s'agissant de droit, on ne voulait pas prendre n'importe qui à Matin Bonheur, parce qu'il s'agit d'informer et puis de rapprocher de plus en plus les Ivoiriens donc, de tout ce qui est droit. Et on espère. On aura un prochain cas qui, on espère, va attirer votre attention une fois de plus. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur est une émission de la RTI. Bonne journée.